Bienvenue pour ce webinaire consacré à la marque employeur pour attirer et fidéliser. En termes de déroulé, Alexandra et moi allons nous présenter, puis Alexandra prendra la main sur la présentation de la thématique du jour, puis on consacrera un temps de questions-réponses de 10-15 minutes selon le temps imparti. Je vous invite à rentrer vos questions dans la partie conversation et je poserai vos questions au fur et à mesure à Alexandra qui répondra. Donc en présentation brève, je suis Gabrielle Jeangoul, chargée de développement formation au sein de l'agence Lucie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'agence Lucie, on est une agence de labellisation RSE avec nos propres labels de progression RSE. On existe depuis 2009, on a une communauté d'engagés de 1300 personnes. Et à côté de ça, on a le centre de formation, qui est notre deuxième activité. On a un catalogue de 50 formations, toutes réparties sur 5 thématiques, qui sont le fil conducteur. Et en termes de thématiques, nous avons la mise en œuvre de la RSE, la communication responsable, la gouvernance et le social, l'impact environnemental et le numérique responsable. Nos formations sont ouvertes aussi bien aux salariés qu'aux indépendants, qu'aux personnes en recherche d'emploi, mais également en reconversion professionnelle, ainsi qu'aux jeunes diplômés qui sont à la recherche de formation opérationnelle. Voilà pour ma brève présentation. Alexandra, je te laisse la main et je vais couper ma caméra pour qu'on soit numérique responsable. Alors, je pense à activer mon micro parce que sinon, effectivement, ça va être compliqué pour que ça fonctionne. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Déjà que je m'assure que le son passe bien. C'est parfait de notre côté. Nickel, très bien. Merci. Alors déjà, merci Gabrielle pour cette invitation sur ce webinaire effectivement autour de la marque employeur. Je tiens à préciser que c'est une formation que vous allez retrouver au catalogue justement de l'agence Lucie pour vous aider justement à attirer et fidéliser vos talents. L'objectif ce matin, c'est déjà de vous faire une entrée en matière justement sur ce que la marque employeur va pouvoir apporter à votre entreprise ou à votre organisation. Juste un petit rappel des objectifs qu'on avait sur ce webinaire, c'était justement de comprendre aujourd'hui l'impact de la marque employeur, de pouvoir créer et communiquer sur une image qui soit attrayante, mais aussi authentique. La notion de transparence et d'authenticité, on va en parler ce matin, c'est vraiment un élément clé. Et puis, comment on peut exploiter sa marque employeur pour attirer, mais aussi garder et engager en fait ses collaborateurs. Donc, c'est ce qu'on va traiter sur cette matinée. Je me présente très rapidement, quand même que vous sachiez qui est l'interlocutrice que vous avez en face de vous ce matin. Donc, je suis Alexandra Noireau, je suis consultante et formatrice en démarche RSE et également consultante partenaire sur le label Lucie 26 000. Je suis moi-même dans ma propre démarche avec le label Lucie Progress que j'initie cette année. Donc, on vit l'agence Lucie, la communauté Lucie à 200%, en tout cas chez Biou. Et donc, je suis également formatrice pour l'agence Lucie sur ce programme de formation sur la marque employeur. Peut-être pour commencer, pour échanger en mode conversation, ce que j'aimerais bien aussi, c'est de comprendre en fait aujourd'hui ce qui vous motive à participer à ce webinaire. Est-ce que votre entreprise ou votre organisation a déjà développé sa marque employeur? Si ce n'est pas le cas, c'est justement l'occasion d'approfondir le sujet. Et quelles sont les difficultés, les freins que vous rencontrez pour attirer les talents, mais aussi pour fidéliser vos collaborateurs? Donc, n'hésitez pas dans l'espace conversation en fait à interagir. Je vais couper juste la présentation de 30 secondes pour voir un petit peu vos interactions. Mais n'hésitez pas justement à faire vos commentaires si dans la partie conversation, vous souhaitez échanger. J'entends les claviers qui tapent à fond, ça c'est bien. N'hésitez pas à savoir un petit peu où vous en êtes. S'il y en a qui souhaitent échanger. À main levée, est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis en place leur marque employeur? On peut jouer aussi à main levée si vous voulez, pour voir un petit peu le...
Je vois Anne-Laure qui répond effectivement que la marque employeur est déjà en place. Est-ce qu'Anne-Laure, vous rencontrez des difficultés pour attirer et fidéliser vos collaborateurs? Attirer les talents comme fidéliser. Je vois Anne-Laure qui répond, ça marche. À recruter dans le secteur médico-social. Oui, alors après, c'est vrai que on a aussi cette contrainte externe selon les secteurs d'activité, avec justement des secteurs qui sont sous tension, pénurie de main-d'œuvre ou des personnes qui sont. Ça peut être après aussi sur la disponibilité des gens, un secteur qui soit moins attrayant. Je pense à des secteurs industriels, typiquement le secteur agroalimentaire, qui est aussi un secteur où aujourd'hui ils ont une vraie réflexion sur ces points. Ça marche. J'ai Mélanie, Anthony, ça cogite. Ouais, secteur agricole, clairement. La mécanique, PME, de recrutement, malgré le développement de notre marque, nous constatons une baisse des candidatures. OK, donc Anne-Laure, ce serait effectivement de comprendre, de faire un diagnostic sur les éléments qui peuvent être des freins. Les métiers de l'industrie sont aussi qui donnent pas envie, les niveaux de salaire. Ouais, alors aujourd'hui, on a aussi ce phénomène, et je vais repartager pour le coup la présentation pour faire écho à ce que vous évoquez. Je repasse en diaporama, pardon. Sur les difficultés. Alors déjà, il y a vos secteurs d'activité qui peuvent vraiment être en crise en termes de pénurie de main-d'œuvre sur l'attractivité de l'emploi, la pénibilité au travail, les grilles de rémunération qui ne sont pas forcément attrayantes, les contraintes horaires, qu'on soit sur du 2-8 ou du 3-8. Ça, c'est aujourd'hui effectivement les réalités que vous, en tant que DRH, RRH ou chargé de recrutement, vous allez rencontrer. Très, très clairement. Et puis, en fait, on a aujourd'hui ce phénomène qui s'opère, c'est qu'on est sur de plus en plus, en fait, de candidats, de collaborateurs qui sont ce qu'on appelle en quête de sens. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est un sujet qui est abordé déjà depuis 6-7 ans, hein, c'est pas nouveau, mais qui fait partie de ces problématiques. Et donc, avant de se lancer vraiment tête baissée sur les besoins, les attentes des candidats comme des collaborateurs, c'est déjà de revenir sur les fondamentaux de la marque employeur, ce qu'on entend par marque employeur. Alors, pour certains d'entre vous, ça va déjà faire écho parce que si vous avez initié votre marque employeur, ça sous-entend que vous avez planché et réfléchi à la culture d'entreprise que vous allez formaliser à travers justement sa raison d'être. Vous avez défini les valeurs de votre entreprise et sa raison d'être pour pouvoir la mettre en avant et travailler sur ce qu'on appelle l'EVP, l'Employee Value Proposition. C'est la proposition de valeur en fait qu'on va faire auprès des candidats et des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre. Merci beaucoup. Ouais. Hein? Bah non, il était malade. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, c'est quand même un des enjeux cruciaux pour les entreprises et pour les organisations, parce que vous avez vraiment aujourd'hui un rapport de force aussi qui s'opère entre les candidats et les employeurs. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'entreprise qui décide et qui choisit qui elle va recruter, c'est le candidat qui va choisir. Ça peut paraître assez paradoxal, mais vos concurrents ne sont pas que les concurrents dans votre secteur d'activité, ce sont aussi les entreprises qui sont autour de vous. Et plus l'emploi n'a pas besoin de qualification ou d'expertise technique, plus les entreprises qui sont autour de vous deviennent aussi vos concurrentes directes. Parce qu'à choisir entre du 2-8 et du 3-8, le collaborateur, ce qu'il va aussi chercher demain, c'est cet équilibre vie pro-perso, les avantages personnels que ça va apporter. Et finalement, le candidat devient client de l'entreprise. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit apporter? Des services à son collaborateur, ou en tout cas à son futur collaborateur. Cette posture, justement, dans cette fonction RH que vous pouviez avoir, elle a énormément évolué dans le sens où aujourd'hui, vous apportez pas non seulement un salaire et des conditions de travail, mais vous allez surtout aussi apporter ce qu'on appelle une expérience collaborateur qui commence dès l'expérience candidat. Et ça, c'est un point aujourd'hui qui a vraiment changé dans ce rapport de force entre l'employeur et le candidat, où on devient, en tant que recruteur,
en tant qu'employeur, justement, force de proposition à apporter une expérience candidat comme si c'était un client, un consommateur, en fait, à qui demain on propose, OK, une rémunération, mais au-delà de ça, c'est un équilibre et surtout une, une, une offre qui soit attrayante alors qu'on parle d'emploi à la base. Donc au niveau des enjeux, côté recruteur, on a des exigences qui sont très fortes, c'est de trouver le bon équilibre entre le candidat, entre le profil qu'on cherche et le candidat, s'assurer de le garder, de le pérenniser le plus longtemps possible. On parle de plus en plus aussi de cycle de vie du collaborateur, de sa durée de vie dans l'entreprise. On fait un peu le parallèle avec un cycle de vie client et un cycle de vie produit, c'est de se rendre compte aujourd'hui que vous avez aussi un turnover. Alors ça peut être même un turnover naturel qui se met en place dans certains secteurs d'activité. Je pense par exemple dans le secteur de la communication ou du digital. Un collaborateur, vous n'allez pas le garder plus de 3 à 5 ans. Une fois qu'il a fait le tour du poste, naturellement, il a besoin de se renouveler, il a besoin de sang neuf, d'avoir des nouvelles perspectives en fait, et c'est ce qui va faire que il change d'entreprise. Donc l'important c'est fidéliser, trouver le bon candidat, le bon profil qui va rester le plus longtemps possible, mais en même temps, ça va être de donner envie. Et dans cette notion de donner envie, la marque employeur, on rentre dans une démarche de séduction avec les futurs talents dans votre entreprise, mais sans perdre de vue que vous devez aussi fidéliser vos collaborateurs. Et puis côté candidat ou auprès des cadres, souvent la réticence, l'incertitude, c'est de se dire est-ce que ça va être la bonne boîte pour moi, la bonne entreprise, la bonne organisation? Est-ce que ça va matcher? Très clairement. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a un tiers des périodes d'essai, notamment chez les cadres, c'est une étude de cadre emploi qui avait été faite, n'aboutissent pas. Donc aujourd'hui, vous avez aussi cette problématique en tant qu'employeur, c'est que vous avez des candidats qui ne donnent pas suite à leur période d'essai. Donc tout ça, ça a un coût. C'est pas gratuit pour l'entreprise, d'autant plus si vous faites appel à des cabinets de recrutement, voire à des chasseurs de tête. Aujourd'hui, le recrutement, c'est un coût. Vous avez aussi des plateformes d'automatisation pour la sélection des candidatures avec les ATS, comme on les appelle, qui vont vous permettre aussi d'augmenter, d'accélérer, d'industrialiser même les candidatures. Encore faut-il avoir des candidatures. Donc aujourd'hui, on a 2 points de vue différents. On a du côté du recruteur un besoin de visibilité et de communiquer, de donner envie et donc de rendre sa marque employeur plus attrayante et séduisante. Il y a aussi la notion de transparence avec les avis et les notes. Je pense que vous avez tous constaté, je pense par exemple à la plateforme Indeed où un collaborateur ou un ancien salarié peut aller déposer un avis collaborateur comme on déposerait un avis client sur Google. Donc aujourd'hui, l'expérience candidat et collaborateur, elle est vécue comme une expérience client-consommateur. C'est là où ce rapport, il change, en fait, dans cette perception du marché de l'emploi et le rapport au travail à proprement parler. Et puis, côté candidat, ce à quoi il aspire, c'est que l'entreprise suscite son intérêt, suscite de l'engagement, bien entendu, et surtout qu'il ait confiance en son employeur. Et la notion de confiance, c'est vraiment un élément clé qui va faire qu'on fidélise et qu'on pérennise en fait un collaborateur. Derrière ça, vous avez plusieurs objectifs. Il y en a 2 en fait sur lesquels il faut se concentrer. Vous avez 2 cibles auxquelles vous vous adressez quand vous travaillez sur votre marque employeur. La première concerne les candidats, parce que la première étape, c'est effectivement de recruter un nouveau collaborateur. Mais derrière, c'est aussi de le fidéliser, de l'impliquer et de créer de l'engagement et de la motivation au travail. Ça, c'est vraiment aussi un point qu'on retrouve, qui est vraiment un parallèle avec une approche client, c'est attirer pour ensuite garder, capitaliser sur ce candidat et pouvoir faire derrière une gestion des talents. Le constat aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même 49% des salariés qui sont ouverts aux opportunités et aux recherches actives d'emploi. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez une personne qui est salariée que pour autant, demain, elle sera fidèle dans votre organisation. Et puis, on a aussi 45% des salariés qui souhaitent rester dans leur entreprise quand les conditions de travail, le cadre, l'équilibre vie pro-perso s'y prêtent. Et l'objectif ultime serait justement d'en faire des ambassadeurs. Donc en fait, tout au long de votre marque employeur, en fait, elle va s'adresser tout au long du parcours du salarié.
de l'étape où il ne vous connaît pas encore, donc il faut gagner en visibilité pour attirer son attention et, si possible, l'objectif étant qu'il candidate, qu'il vous dépose soit une candidature spontanée ou qu'il réponde à vos offres d'emploi. Il y a l'étape d'intégration qui est super importante, mais dès l'étape d'expérience candidat, plus vous prenez soin, plus vous allez bichonner vos candidats, plus effectivement vous optimisez cette expérience qui démarre finalement dès les premières prises de contact avec les entretiens et la manière dont vous procédez dans le recrutement. L'étape d'onboarding avec l'intégration qui est aussi un élément clé. Et bien sûr, c'est pas parce que votre candidat a signé son contrat et que la période d'essai est passée que pour autant, il ne faut pas travailler sur l'écoute, le dialogue, la fidélisation et bien sûr l'accompagnement des collaborateurs sur toute la durée de vie de leur présence dans l'entreprise. Et donc, votre marque employeur, comment elle fonctionne? Elle doit apporter une vraie valeur ajoutée à votre entreprise et aussi à vos recrutements. J'entends par là, première chose, c'est un élément de transparence et de différenciation. Il faut être vrai et authentique. Une entreprise, par exemple, qui va promouvoir des conditions de travail, le bien-être au travail, le dialogue social et qui, dans la réalité, n'a rien mis en œuvre dans son entreprise ou dans son organisation, ça ne va pas fonctionner. L'objectif, c'est vraiment de communiquer, de parler, de mettre en avant ce que vos collaborateurs vivent au quotidien. Donc, avant de mettre en place une marque employeur, il faut bien c'est de poser des questions et avoir fait son diagnostic RH sur les conditions de travail et sur la QVCT que vous avez aujourd'hui mis en place dans votre entreprise. S'il y a des écueils, il faut déjà commencer par régler ces problèmes et mettre en place très concrète et tangible. Ça, c'est vraiment un élément important. Avant de communiquer, ça passe vraiment par les actes. C'est la preuve par A plus B, en fait, hein. C'est dans cette notion de soyons vrais, montrons comment ça se passe et que ce soit authentique. Ça, c'est vraiment un élément clé. Bien entendu, il va falloir gagner en visibilité. Ça, aujourd'hui, une entreprise, d'autant plus on parlait des secteurs agroalimentaires et industriels, quand on est dans des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément sexy au premier abord, va falloir donner envie. On se retrouve aujourd'hui avec des filières, des fédérations même, hein, professionnelles, qui se mettent en mouvement, qui communiquent de manière collective pour soutenir les entreprises sur ces filières, parce qu'elles savent qu'il y a un vrai problème d'attractivité sur ces secteurs d'activité. Donc, si vous êtes associé à un secteur d'activité qui est effectivement en difficulté en termes d'attractivité, qui ne donne pas forcément envie, ça passe aussi par une communication collective et pas forcément que par votre propre entreprise. Donc, la notion de collectif peut aussi être important à travailler. Et puis, dans les moyens de communication, il y a aussi l'irréputation de votre marque employeur, parce que, on en parlait tout à l'heure, les avis, les collaborateurs ou les candidats peuvent laisser demain des avis partagés sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram, voire même sur TikTok, remonter leurs impressions, leurs ressentis en tant qu'expérience collaborateur. Et ça, c'est important d'être en veille sur votre e-réputation. Donc finalement, de RRH ou chargé de recrutement, vous avez aussi cette casquette finalement d'image et de réputation de votre marque employeur qui va rentrer en ligne de compte. Si j'avance, point important, c'est de bien prendre en compte justement les besoins et les attentes, aussi bien des candidats que des collaborateurs. Aujourd'hui, on a une majorité quand même on a ces phénomènes qu'on voit de plus en plus avec ce qu'on appelle le burn-out ou le brown-out, qui mènent au désengagement au travail. Alors, ça peut être tant par la charge de travail ou l'ennui au travail. Aujourd'hui, 63% des Français estiment que leur travail manque de sens. Donc, il y a aussi cette notion de donner du sens au travail et 30% envisagent de rechercher un emploi qui leur en offre davantage, notamment depuis la crise Covid. C'est vrai que ça va faire maintenant 4 ans, 5 ans qu'on parle de cet effet post-Covid, mais on a tous eu l'occasion et le temps en fait de se poser, de réfléchir à ce qu'on avait envie de faire, de donner du sens et être en quête de sens, d'où aujourd'hui aussi ce phénomène qui s'opère, et ça rejoint la question, la remarque tout à l'heure sur le secteur médico-social.
On a des secteurs qui étaient tellement sous tension avec une pression au travail que les gens vont sur de la reconversion professionnelle. Et aussi un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, non seulement votre candidat ne va pas rester 42 ans dans l'entreprise, ça c'est fini, l'expérience unique en entreprise, mais il y a aussi ce phénomène de changement de carrière, d'avoir plusieurs métiers tout au long de sa vie. Et à un moment, c'est comment redonner envie à des personnes d'aller vers certains métiers. Donc, c'est vraiment une interrogation aussi sur l'avenir en fait de certains métiers. Tout ça pour en venir à une pyramide que vous connaissez certainement, qui est la pyramide de Maslow, sur justement, il y a les besoins fondamentaux, besoins de base, j'ai besoin d'un travail pour vivre, donc j'ai besoin d'une rémunération, mais au-delà de ça, il y a tous les aspects qui vont venir en ligne de compte avec la notion d'accomplissement. En fait, plus le collaborateur sera de plus en plus impliqué s'il a vraiment cette notion d'accomplissement au travail et donc d'avoir aussi une reconnaissance et une estime de soi qui soit reconnue. Et un des phénomènes les plus simples, en fait, c'est cette reconnaissance au travail qui souvent transforme la motivation et l'expérience. Ça peut être la gestion de projet, ça peut être la responsabilisation, simplement remercier et reconnaître le travail bien fait. C'est des éléments, parfois, savoir dire merci, ça peut paraître tout bête, mais c'est des choses qui transforment et qui aident aussi. Donc, mesurer, prendre le temps d'être à l'écoute de vos collaborateurs, avoir cette notion d'enquête, de satisfaction sur le côté, mesurer en fait le bilan social sur votre entreprise, c'est vraiment des fondamentaux et ça, c'est propre à votre fonction RH avant même de parler de marque employeur. La marque employeur n'est finalement que l'aboutissement, la formalisation d'une proposition de valeur pour donner envie aux candidats et fidéliser vos collaborateurs. Mais il faut commencer par déjà apporter vraiment sur l'aspect QVCT toute cette approche de manière très concrète et factuelle dans votre quotidien. Et ça, c'est propre déjà à votre fonction RH. On n'est même pas sur le volet branding ou stratégie de marque employeur. Alors derrière ça, il y a aussi la notion de développer une communication qui se veut efficace. J'en ai parlé, il y a la notion de transparence. L'objectif, en fait, aujourd'hui, on est plutôt, j'ai tendance à comparer ça un peu à du mythique ou à des plateformes de matching entre l'entreprise et le candidat. C'est un peu comme un mariage quelque part, à se dire, il faut qu'on fasse matcher une personnalité d'un candidat avec un environnement de travail et une personnalité qu'on va retrouver dans la marque employeur de l'entreprise. Et donc, l'objectif demain, c'est que la culture d'entreprise que vous allez prôner et que vous mettez en avant, elle matche avec les valeurs aussi du candidat. Donc, on ne va pas simplement sur l'adéquation profil candidat que vous recherchez avec les compétences et l'expérience que le candidat va avoir. Il y a aussi ce matching en termes de personnalité, de culture d'entreprise. Donc, c'est là où on rejoint vraiment aujourd'hui cette approche de faire concilier vraiment des personnalités, aussi bien entreprise, culture d'entreprise, que personnalité et valeur du candidat. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Et donc, pour donner envie, eh bien, ça va être aussi de mettre en avant sur votre site internet, sur la page entreprise sur Indeed, rares sont les entreprises qui prennent le temps de personnaliser leur page sur Indeed. Peut-être que vous utilisez des plateformes type Welcome to the Jungle, qui est aussi une plateforme pour gérer vos recrutements et collecter toutes vos candidatures. Ça devient aujourd'hui des plateformes, des relais en fait à votre propre site institutionnel et site corporate, mais qui deviennent vraiment des outils de séduction. Je ne vais pas parler de propagande parce que ce n'est pas l'objectif d'être dans cette approche-là, mais de visibilité, d'attrait, d'être présent sur différentes plateformes simultanément, notamment avec tous les outils Internet aujourd'hui qui sont à disposition. Votre communication digitale, elle est importante. Et aussi de faire parler de votre entreprise avant même que le candidat soit présent en fait dans votre organisation. Ça, c'est vraiment aussi un point qui est important. Et donc, il faut diversifier vos plateformes. En termes de diversification sur les plateformes, il y a le site carrière que vous allez pouvoir mettre en place, les pages entreprises
que vous allez avoir sur différents outils que j'évoquais, que ce soit Indeed, Welcome to the Jungle et autres, toutes les plateformes en fait que vous allez pouvoir utiliser pour collecter en fait vos profils, enfin vos candidatures par rapport à vos offres d'emploi. Et puis, il y a après aussi la communication qui peut se faire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi mettre en place des campagnes de publicité. On a plein d'entreprises ou de grandes marques qui vont communiquer même sur de la publicité à la télé pour pouvoir mettre en avant aussi leur marque employeur. Ça peut être des salons virtuels, ça peut être des job dating sur des événements physiques et présentiels autour de vous. Ça peut être des portes ouvertes que vous-même vous organisez. Finalement, aujourd'hui, c'est de développer aussi bien votre visibilité que votre notoriété pour toucher un maximum de candidats potentiels. Donc, en fait, on s'inscrit vraiment aujourd'hui dans une stratégie marketing RH et de communication, de promotion en fait de la marque employeur, comme on le ferait auprès des clients et consommateurs. À ceci près, c'est qu'aujourd'hui, on s'adresse à des candidats. C'est là où aujourd'hui, c'est important d'avoir cette dimension en tête. Et par où ça commence? Ça commence par vos annonces. Si vous ne mettez dans l'annonce que les informations de base sur le profil type, grosso modo, vous avez simplement fait un copier-coller de l'offre d'emploi avec les compétences, le diplôme, le niveau d'expérience attendu, bah, forcément, vous n'allez pas avoir forcément beaucoup de candidatures. Ce qui est important aussi aujourd'hui dans une offre d'emploi, dans une annonce en tout cas, c'est vraiment de parler de l'entreprise, de donner un ton à l'entreprise, de présenter donc l'entreprise, la démarche. Il y en a même qui ne vont pas hésiter à mettre en avant toute la partie recrutement, toutes les étapes du recrutement, comment ça va fonctionner. Certaines offres d'emploi qui vont être rédigées sous une forme plus ludique, sous le ton de l'humour. On va aussi pouvoir utiliser le tutoiement. Si culturellement dans l'entreprise tout le monde se tutoie, c'est aussi intéressant en fait d'adapter votre offre d'emploi par rapport à la culture d'entreprise et à la manière dont ça fonctionne dans votre organisation. Si on est sur quelque chose de plus formel, rien ne vous empêche de donner envie, présenter, donner, enfin inspirer, impliquer le futur collaborateur. Et concrètement, ce qu'on peut aussi imaginer, en fait, c'est pourquoi pas mettre en place une vidéo qui présente le poste en question, un témoignage d'un collaborateur qui occupe une fonction similaire ou qui est déjà dans le service, pour que la personne se projette encore plus, en fait, sur le contexte, l'environnement de travail dans lequel demain elle évoluera. Donc ça, c'est des points où l'annonce devient, en fait, le premier vecteur d'attrait, en fait, et premier point de contact que vous allez avoir avec le candidat. Donc ça, c'est un point important. Et après, selon la taille de votre organisation et de votre entreprise, on n'a pas forcément tous des budgets, des moyens colossaux en termes de communication RH ou même de recrutement. Bah, vous pouvez déjà fonctionner avec des moyens très simples qui consistent à utiliser les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook ou TikTok. Alors aussi, choisissez bien les bons réseaux sociaux par rapport à votre secteur d'activité. Où seraient les candidats? Sur quels réseaux sociaux sont-ils les plus présents? Donc, de bien être en adéquation avec les profils candidats que vous touchez demain. Quand on voit aujourd'hui des entreprises qui communiquent sur l'aspect marque employeur sur TikTok, c'est pas déconnant du tout, pardon du terme, mais c'est vrai que si vous êtes aussi sur la recherche de profils plutôt d'alternants, d'apprentis ou de profils jeunes, demain développer votre marque employeur sur TikTok a totalement du sens. Et bien entendu, exploiter et utiliser au maximum aussi les ambassadeurs internes que sont vos collaborateurs, d'utiliser des témoignages collaborateurs, d'avoir le côté vie ma vie avec un retour d'expérience, comment se passe une journée avec Ingrid qui travaille au service commercial, avec Mathieu par exemple qui va travailler en production, qui est sur le terrain, qui a un agent terrain et ainsi de suite. C'est aussi de montrer l'envers du décor pour donner envie en fait aux futurs candidats justement de déposer leur CV sur votre site carrière ou sur les différentes plateformes de job board. Pas perdre de vue qu'une marque employeur qui est forte et qui est bien construite, qui communique bien, c'est forcément plus de candidatures qualifiées. Ça veut dire que finalement, vous allez aussi attirer des candidats qui sont plus qualifiés et alignés avec la culture d'entreprise et le métier que vous proposez.
Ça a forcément un impact aussi sur les coûts d'embauche. Et puis, l'objectif étant derrière, c'est que si on a des candidatures plus qualifiées, vous allez aussi réduire le turnover. Et notamment, transformer l'essai, parce que moi, je considère que l'essai n'est transformé que quand le candidat, certes, a validé sa période d'essai, mais a aussi 6 mois, 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Là, déjà, vous pouvez vous dire que vous capitalisez sur le temps d'intégration et de formation, et à partir de quand le candidat, pour vous, enfin, le collaborateur, devient 100% autonome et productif. À partir de quel moment il devient 100% rentable et productif pour l'entreprise. C'est à partir de là, en fait, que vous avez transformé l'essai. Donc, sur ce cycle de vie du collaborateur, c'est aussi important de le prendre en compte sur ses attentes. C'est bien gentil tout ça, mais comment on peut améliorer nos candidatures? Alors, c'est de se mettre aussi à la place du candidat. Aujourd'hui, la concurrence, ce ne sont pas que vos concurrents directs en termes de marché ou de secteur d'activité. Il y a aussi les entreprises qui vont recruter des profils identiques aux vôtres, qui cherchent vraiment des profils candidats avec les mêmes compétences ou avec les mêmes soft skills. Et en conséquence, c'est côté candidat, qu'est-ce qui va faire demain que je signe chez vous plutôt que chez votre concurrent ou chez l'entreprise qui est voisine? Concrètement, déjà, plus on est transparent sur le mode de recrutement, sur les étapes du recrutement, plus déjà ça permet à la personne de se projeter. On peut aussi imaginer, il y a le cas d'entreprises qui commencent dès l'étape de recrutement, en fait, à envoyer des informations aux candidats sur une vidéo de présentation de l'entreprise par le PDG, par exemple, qui va aussi envoyer des supports, qui va nourrir en fait le candidat au fil de ses entretiens. On anticipe et on commence à communiquer avec le candidat, ça peut être par mail, ça peut être une relance par texto, par exemple, pour rappeler qu'il y a le rendez-vous qui est prévu tel jour, qu'on a hâte de voir le candidat, qu'on est impatient, enfin, vraiment d'entretenir et de bichonner à chaque étape en fait du recrutement et de ce processus, de jouer la transparence sur les critères d'évaluation. Si en plus vous êtes sur de l'automatisation sur la sélection des candidatures, c'est de le dire, de l'anticiper, d'expliquer comment c'est fait. Et puis, d'ouvrir aussi le dialogue. Alors, c'est du temps, clairement, mais si l'objectif, c'est de recruter, c'est que vous avez besoin de ces talents, donc il faut aussi prendre le temps, en fait, pour ces gens-là. Et ça peut être expliqué dès l'offre d'emploi ou si la personne est sélectionnée, c'est aussi de personnaliser les réponses. Il n'y a rien de pire que de recevoir un mail automatique vous disant que sans réponse de votre part sous 1 mois, faut considérer que la candidature, en fait, elle n'est pas prise en compte. OK, le côté industriel de la chose fait aussi que le rapport entre employeur et candidat, il est forcément moins présent. Et ça, c'est un point aussi qui est important, c'est que, OK, on industrialise aujourd'hui, on automatise le recrutement et la sélection des profils, mais perdez pas de vue que c'est un candidat. Et donc, le côté humain, il est primordial, d'autant plus que dans notre fonction RH, ressources humaines, on gère de la ressource humaine. Donc, il faut, derrière tout ça, entre recruteur et candidat, trouver ce terrain d'entente. Et donc, dans les procédés, les informations les plus importantes, la description des missions, sur le profil recherché, l'organisation de travail, une des attentes aujourd'hui souvent qu'on va avoir de la part d'un candidat, c'est le télétravail. Je sais que ça peut horripiler, ça peut dresser les poils à certains dirigeants ou à certains RH de se dire, ouais, le télétravail, maintenant, ils le demandent systématiquement. Bon, sauf si on est sur des chaînes de prod, on est d'accord, télétravail, c'est un peu compliqué. Mais le fait de ne pas afficher dès le départ si vous proposez ou pas le télétravail et combien de jours par semaine ou par mois vous proposez en télétravail, est-ce qu'il y a cette notion de flexibilité qui est possible ou pas? Vous allez avoir des candidatures qui ne seront pas forcément qualifiées. Si les gens sont sensibles effectivement au télétravail, là, dans ces cas-là, c'est de l'afficher ou pas. Et est-ce que vous avez réfléchi à cette organisation, à cette agilité que vous proposez? Ça peut être aussi sur la souplesse, sur les heures de travail et autres. Après, il peut y avoir des contraintes clairement métiers qui rentrent en ligne de compte, mais la rémunération également est un élément clé. Ça peut vraiment être un vecteur de candidature, mais aussi d'écrémage. Plutôt que d'avoir 100 candidatures, peut-être que vous en aurez moins, mais qu'elles seront plus qualifiées. Et puis la localisation géographique est aussi importante. Il y en a qui seront prêts à bouger, d'autres moins. Donc c'est aussi, selon votre localisation, de voir comment ça peut jouer. Sur la notion de localisation, un point aussi important,
C'est l'attractivité du territoire. Pour certaines entreprises, il y a aussi une vraie contrainte aujourd'hui qui s'opère, c'est qu'elles peuvent être sur un territoire très enclavé où il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises, ou une ville, une communauté de communes qui est moins attractive sur le plan économique, qui fait qu'on a du mal aussi à recruter. Donc, c'est là où il est aussi important dans vos parties prenantes externes de prendre en compte l'attractivité du territoire et de se rapprocher de la collectivité pour valoriser et travailler justement sur cette attractivité du territoire. Ça peut être aussi une difficulté que l'entreprise rencontre avec un contexte extérieur qui est pas forcément toujours facile et favorable. Les candidats, clairement, ils ont besoin de se projeter, c'est ce que je vous disais, au-delà de la description de la fiche de poste. Quand si le candidat fait bien son boulot avant d'aller en entretien, il va aller se renseigner sur l'entreprise ou même pour candidater, compléter sa lettre de motivation s'il pense à la personnaliser, bien entendu. Il va se renseigner sur l'entreprise et il a besoin de comprendre comment fonctionne l'entreprise, quel est l'envers du décor. C'est là où toutes les actions de communication que vous faites sur les réseaux sociaux, sur votre site institutionnel, vient appuyer aussi votre démarche. Donc, il est important aussi de communiquer en externe et de donner envie de vraiment séduire en fait aussi les talents et les candidats. Pas perdre de vue aussi que est-ce que les entretiens aujourd'hui sont faits systématiquement en présentiel? La réponse est non. Il y a aussi aujourd'hui cette souplesse que vous avez à proposer aussi bien l'entretien téléphonique ou en vidéo. Donc, c'est aussi de s'adapter à la disponibilité ou à la distance aussi que les gens peuvent avoir. Si c'est quelqu'un qui est à 300 km mais qui est prêt demain à venir travailler chez vous, il faut aussi s'adapter à cette mobilité aujourd'hui aussi géographique et donc d'optimiser vos outils et la manière dont vous allez pouvoir gérer vos entretiens. Je sais qu'une chose qui déstabilise énormément les candidats, c'est les entretiens vidéo où en fait on leur demande de se filmer en répondant à des questions au fil de l'eau. Ça, c'est sur le côté automatisation. Répondre à une question et leur laisser 2 minutes en vidéo pour répondre, c'est un exercice extrêmement complexe parce qu'on est seul face à son écran. Donc le côté automatisation dans la sélection des profils, elle a aussi ses limites dans l'expérience humaine en fait que vous faites vivre à un candidat et cette relation humaine on déshumanise aussi aujourd'hui quand même parfois les recrutements. Donc c'est de savoir où vous placez le gap. Et côté candidat, dès le premier entretien, il y a souvent des interrogations et des questions qui arrivent de manière assez récurrente. La première étant la période d'essai, la solidité financière de l'entreprise, est-ce que l'entreprise est saine, est stable ou pas? Et donc, il va être aussi important, vous en tant qu'employeur, c'est là où l'exercice maintenant il est dans les deux sens, c'est que quand vous présentez l'entreprise, que vous présentez l'activité de l'entreprise, c'est de montrer commencer à parler de la solidité, du développement économique de l'entreprise, que vous êtes en croissance, que vous développez de nouveaux marchés, de rassurer sur la notion de période d'essai, qui peuvent avoir un tuteur, un mentor, de commencer à expliquer comment ça se passe sur la phase d'onboarding et d'intégration du collaborateur pour qu'il se projette sur les étapes suivantes. Et donc, il faut que les réponses que vous allez apporter lors des entretiens avec le candidat soient en cohérence et en phase avec la marque employeur que vous avez communiquée en amont. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un alignement tout au long de ce parcours de recrutement entre le discours que vous avez tenu publiquement sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet et dans l'offre d'emploi, et que cette communication, ce positionnement de marque employeur que vous avez adopté, ils le ressentent aussi dans l'expérience qu'il va vivre lors des entretiens et avec les personnes avec qui il va commencer à rentrer en contact dans l'entreprise, et notamment avec les managers. Donc, c'est super important d'intégrer les managers dans cette étape-là. Si vous faites passer des entretiens, vous allez être la première personne en tant que RRH et chargée de recrutement en interface avec les candidats. Mais quand il va interagir aussi avec les managers et peut-être avec son futur manager, il faut aussi avoir briefé le manager qu'aujourd'hui, dans la culture d'entreprise, dans la phase d'intégration et
et d'accompagnement de ce candidat futur collaborateur, c'est important de tenir le même discours sur toute la lancée, en fait. Donc, la communication, elle est clé à chacune des étapes pour lever les incertitudes, lever les doutes ou les craintes du candidat pour valider derrière et transformer l'essai. On est vraiment sur cette notion aujourd'hui de conversion et de transformation de l'essai côté candidat pour qu'il devienne justement collaborateur. Et si tout se passe à distance, ben, il va falloir encore plus rassurer en mettant en place des outils, des mails, de réassurance, de remerciements, de créer de l'engagement pour que la personne justement convertisse l'essai. Et une fois que la personne est devenue collaborateur, ben, c'est pas acquis. C'est pas parce qu'elle a signé que pour autant elle va rester. Et c'est là où vous avez un vrai travail de fidélisation qu'il est super important de travailler au quotidien. Et c'est le propre, hein, vraiment, c'est la qualité de vie au travail. Hein. Quand on parle de QVCT aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Mais le bien-être au travail, c'est ce qui fait que vos collaborateurs vont rester. C'est devenu même un enjeu prioritaire au sein des entreprises pour 80% des salariés, c'est qu'on prenne en compte leur bien-être au travail. Ça, c'est vraiment un élément clé. Et puis, bah, de fidéliser aussi les nouveaux arrivants. Plus d'un salarié sur deux n'a pas de parcours d'intégration. Moi, je le constate d'autant plus sur des alternants ou des apprentis qui sont livrés à eux-mêmes et qu'on envoie au charbon, on les met sur un poste de travail alors qu'ils sont là pour apprendre. La phase d'intégration, elle est super importante. Comprendre comment fonctionne l'entreprise, quels sont les process, quels sont leurs rôles. Avoir un mentor ou un tuteur, un référent pendant la phase d'intégration, c'est aussi très important. Et puis, bah, s'il a des doutes ou des questions, savoir à qui il peut en référer. Est-ce que c'est son manager? Est-ce que c'est au service RH? Ainsi de suite. C'est vraiment une étape clé aujourd'hui dans la transformation justement du jeune collaborateur pour valider et pérenniser son avenir en fait dans l'entreprise. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner le collaborateur tout au long de son parcours. Il y a certes l'étape d'intégration. On prend le temps de lui souhaiter la bienvenue, on lui fournit toutes les informations. C'est pas juste de lui fournir le livret d'accueil en disant bah, voilà le livret d'accueil et débrouille-toi avec ça. Non, il faut aussi prendre le temps de mesurer, faire des points régulièrement. Alors, pas forcément des points formels, hein, c'est pas uniquement l'entretien individuel annuel obligatoire que vous allez attendre. Vous pouvez faire des points informels pour savoir comment ça se passe, s'il se sent bien, s'il a des interrogations. On prend la température en fait. Et puis une chose souvent qui n'est pas faite et que je recommande fortement, c'est le rapport d'étonnement. C'est fin de la période d'essai ou un peu avant la fin de la période d'essai, c'est de lui demander de faire un rapport d'étonnement pour bah, dire ce qui va pas, ce qui l'a surpris, ce qu'il trouverait, s'il a des idées pour améliorer les choses pour les prochains collaborateurs et autres. Et puis aussi identifier des doutes ou des incertitudes et soulever ces incertitudes pour le rassurer et apporter les bonnes réponses en fait. Donc on prend le temps par rapport à tout ça. On met bien entendu en place un système d'écoute au niveau du dialogue social et bilan social, très important de mesurer et de savoir comment ça se passe. Et puis, bah, si nécessaire, si vous avez besoin de former vos collaborateurs dans cette étape d'intégration et d'onboarding, on prend le temps de former les gens. Alors, on prend le temps de les former quand ils arrivent, mais on prend le temps de les former aussi tout au long de la vie qu'ils ont dans l'entreprise. Le plan de formation, je ne vous apprends rien, ça fait partie aujourd'hui des éléments clés qu'on attend aussi sur la gestion des profils et la gestion des carrières. Donc, capitaliser sur le capital humain, justement, valoriser ce capital humain et de développer les compétences chez vos collaborateurs, c'est aussi une manière de les fidéliser parce que c'est ce qu'ils peuvent aussi attendre. Donc, on accompagne les managers dans la gestion du stress, dans la gestion du management des équipes, et puis on accompagne les collaborateurs dans leur montée en compétences, et puis pourquoi pas dans le développement de leurs soft skills. Ça peut être sur la gestion du temps, l'organisation du poste de travail, la gestion du stress, la gestion des conflits. Il y a plein d'éléments sur lesquels vous pouvez aussi accompagner vos collaborateurs et valoriser aussi en conséquence les soft skills, mais aussi les compétences qu'ils vont avoir. Et on pense à s'adapter au contexte, aux différentes situations. Vous avez des collaborateurs qui vont être au siège social, vous avez des collaborateurs qui peuvent être nomades et mobiles.
Et ces gens-là, il faut aussi prendre le temps d'être présent auprès d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont à distance que pour autant, il ne faut pas créer le lien. Et aujourd'hui, ce qui est aussi très important, c'est d'utiliser des outils, des plateformes collaboratives en ligne pour garder ce lien. Donc, au niveau des méthodes de travail, il y a plein d'outils aujourd'hui. Vous allez avoir du Trello, du Asana, vous allez avoir du Monday. Il y a plein d'outils qui vous permettent de travailler à distance. Un réseau social d'entreprise pour garder le lien avec des plateformes collaboratives. Ça peut être du Yammer, ça peut être Facebook Workplace. Vous avez plein d'outils qui vous permettent de garder le lien avec vos collaborateurs aussi à distance. Pourquoi pas proposer le télétravail si ça peut apporter un équilibre vie pro-perso et que ça permet à vos collaborateurs finalement aussi d'avoir cet équilibre et donc forcément d'être aussi plus motivé au travail parce qu'il y a cette notion de reconnaissance sur j'ai accès à une journée de télétravail par exemple par semaine ou toutes les 2 semaines. C'est aussi une souplesse que vous allez pouvoir apporter. Donc ça, c'est point important. Et en même temps, les conditions de travail, le cadre de travail, les locaux, d'avoir un environnement qui soit propice au travail, et puis à l'échange avec les collaborateurs, ainsi de suite. Et bien entendu, on pense à faire des échanges régulièrement et pas uniquement lors de l'entretien annuel. Aujourd'hui, la notion de dialogue social, elle est clé et elle est clé au quotidien. Et ça, il faut aussi s'appuyer sur vos managers pour pouvoir le mettre en place et le travailler. Donc, il faut former et accompagner vos managers dans cette approche. Et en fait, vraiment une clé à retenir, c'est que toutes les actions que vous menez en interne vous aident à améliorer votre marque employeur. Et un collaborateur qui est satisfait, eh bien, qu'est-ce qu'il devient? Il devient ambassadeur. Parce qu'en fait, vos premiers ambassadeurs, ce sont vos collaborateurs. Avant même de parler de clients, ce qui fait que demain, vous allez attirer des candidats et donner envie à des candidats, notamment pour mettre en place la cooptation. Avant de dire je mets en place la cooptation, encore faut-il que vos collaborateurs aient envie de vous proposer des personnes de leur entourage, amis, famille, proches ou anciens collègues. Si eux se sentent bien dans leur travail, forcément, ils ont envie d'en parler et ils en parlent autour d'eux forcément plus facilement. Et donc, naturellement, la cooptation peut aussi se mettre en place. C'est là où vous pouvez vraiment capitaliser, c'est que un collaborateur qui est bien dans ses baskets et au quotidien, eh bien forcément, il va partager, relayer les informations que l'entreprise publie sur les réseaux sociaux, il va liker, il va commenter, il va en parler autour de lui parce que rien ne remplace le fameux bouche à oreille. Et surtout, c'est qu'il va pouvoir mettre un avis collaborateur qui se veut positif sur les différents réseaux sociaux que vous pouvez utiliser ou les différentes plateformes. Donc, on pense à impliquer ses collaborateurs, on les invite à solliciter des avis, à mettre des notations, à participer, à mettre en avant ce qu'ils font au quotidien, donc les interviews, les témoignages de collaborateurs, et puis, pourquoi pas, de travailler sur cette notion de cooptation. Donc en fait, la marque employeur, si vraiment on devait se recentrer sur l'essentiel, première chose, c'est d'attirer. Donc il faut rassurer, agir, communiquer. Il y a la notion de recrutement et de fidélisation. Mais tout passe déjà par ce que vous faites de manière concrète et quelles sont les conditions de travail et le bien-être au travail que vous avez mis en place dans l'entreprise. Et ça, c'est la fonction RH pure et dure. La marque employeur viendra après. Mais il faut commencer par le côté opérationnel pour que vous ayez vraiment des retombées. Et je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions? J'étais plus long que prévu. Non, ça va, il me reste 10 minutes. J'étais dans un timing, j'essaie de gérer le temps pour ne pas déborder. Donc, est-ce que vous avez des Merci questions? Alexandra, c'était très très intéressant. En tous les cas, pour ma part, j'ai trouvé ça très très riche et très Merci. intéressant. Donc merci. J'ai essayé de tout condenser sur un temps très court pour vraiment laisser le temps aux questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a peut-être eu des questions parce que comme j'ai qu'un écran, je ne sais Non, pas non, si il n'y vous a pas avez eu de posé des... questions. J'ai regardé, il n'y a pas Ça eu de marche. questions. Hop, et pour l'instant, il n'y a Alors, pas il de y a une questions. question, il y a une question de Marie-Josée sur la valorisation des réseaux sociaux. Est-ce que c'est l'outil principal pour valoriser la marque employeur? Alors, je vais dire oui et non. Effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plutôt un outil de communication pour faire la promotion et surtout viraliser la marque employeur de l'entreprise ou de l'organisation en question. Par contre, ce qui est très important, c'est surtout, Marie-Josée, de se concentrer sur ce qu'on appelle la proposition de valeur
auprès des collaborateurs, l'Employee Value Proposition, l'EVP pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est vraiment de se focaliser sur votre raison d'être, les valeurs et d'avoir formalisé votre culture d'entreprise et comment vous allez vouloir communiquer sur cette culture d'entreprise. Quel est le positionnement que vous allez adopter, vous, en tant qu'employeur? Comment vous allez donner envie à vos futurs collaborateurs de venir travailler chez vous? Quelles sont les conditions de travail? Qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui à vos collaborateurs pour qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de rester en fait dans l'entreprise? Donc ça, c'est déjà la première chose à travailler en interne. Et après, en externe, forcément, ça va être de le mettre en avant, de le valoriser. Ce que je fais vivre à mes collaborateurs en interne, c'est ce que je vais vouloir donner envie en fait à mes futurs candidats, enfin à mes futurs collaborateurs et donc aux candidats. Mais il faut commencer par la brique interne pour pouvoir travailler justement sur la marque employeur. Si c'est uniquement du vernis, j'insiste là-dessus, hein. Ce n'est pas pour aller sur le côté RSE, bien que l'agence Lucie, on soit sur le sujet RSE, on parle souvent de greenwashing. L'objectif, c'est de ne pas faire ce que moi j'appelle du social washing. J'entends par là, sur le social washing, c'est de faire la promotion d'une marque employeur et d'avoir juste un vernis en fait en surface et que quand le candidat va intégrer l'entreprise, ce qu'on lui a vendu, en fait, il ne va pas le vivre en tant que collaborateur. Et c'est là où l'expérience collaborateur, elle est vraiment importante, c'est la clé et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc après, vous pouvez faire la promotion de votre marque employeur sur plein de plateformes différentes. Ça peut être déjà sur votre site institutionnel, ça peut être sur le site carrière si vous en avez un, effectivement, pour récupérer et collecter toutes les candidatures. Ça peut être sur différentes plateformes. Je parlais d'Indeed, ça peut être Welcome to the Jungle. Il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir faire la promotion. La page LinkedIn, bien entendu, de votre entreprise et ainsi de suite. Mais les réseaux sociaux sont d'autres relais, effectivement. Et puis après, vous pouvez aussi utiliser des médias beaucoup plus classiques. Ça peut être des portes ouvertes, des jobs de dating que vous organisez avec des partenaires, même avec Pôle emploi, et ainsi de suite. Donc ça, point important. Question d'Anthony, ou pas. C'est ça. Est-ce que les instances telles que le CSE sont intégrées à la marque employeur? Et pour moi, à partir du moment où on parle de dialogue social, et là, ça va rejoindre le sujet RSE, parce que pour moi, RSE et marque employeur sont forcément liés. Une entreprise qui a initié une démarche RSE et donc qui a vraiment mis l'accent sur le pilier social dans sa démarche RSE a forcément pris en compte dans ses parties prenantes les CSE. Et là, en l'occurrence, effectivement, les CSE ou même les syndicats, hein, clairement, peuvent aussi avoir un rôle clé à jouer dans cette construction de cette marque employeur et dans ce dialogue social, parce que l'objectif, c'est justement prévention, santé, sécurité des collaborateurs, le cadre de travail, respecter les conditions de travail. En tant qu'employeur, si déjà on respecte la loi, on est plutôt vertueux. Et oui, le CSE peut demain être une partie prenante qui va avoir un rôle aussi à jouer. Et si en plus le CSE apporte beaucoup d'avantages aux collaborateurs, qu'on a vraiment des services, des avantages qui sont proposés par le CSE, ça devient un levier effectivement à développer et à promouvoir dans la marque employeur. Parce que ça devient finalement des avantages dans les conditions de travail et des services qu'on apporte aux collaborateurs en plus de sa rémunération ou des primes. Je sais que la prime n'est pas automatique, souvent me disent les DRH. Donc oui, le CSE peut être une vraie plus-value, surtout si en plus il y a des super avantages dans le CSE. Est-ce que les labels sont fiables? Alors Marie-Josée, très bonne question sur les labels. Great Place to Work ou Positive Company. Aujourd'hui, il y a plein de labels. Il y a ceux qui sont ce qu'on appelle, il y a label et certification ou autodéclaratif. Attention effectivement aux différentes appellations. Il y a ceux où on est sur de l'autodiagnostic et auto-évaluation, où vous allez avoir une appréciation et une note à se dire, OK, je valorise ma démarche. Il y a des labels, par contre, qui sont beaucoup plus stricts. Je pense au label diversité, par exemple, qui est une déclinaison de l'AFNOR, sur lequel, là, on a vraiment aussi une démarche qui peut venir appuyer effectivement le sujet. Mais quand vous rentrez dans une démarche de labellisation, ça reste quand même intéressant. Ça veut dire, alors, toujours, si ce n'est pas dans une démarche de social washing, si c'est simplement d'aller chercher un label pour se donner une couleur, un petit logo en disant on a été évalué et pour le coup on est Great Place to Work pour travailler, enfin
on est une des entreprises les plus valorisées, les mieux évaluées, où il faut venir travailler super sur le papier. Mais si dans la réalité, c'est pas vécu, attention à l'effet boomerang. Vous allez forcément vous reprendre les retombées et les foudres. Si côté candidat, vous donnez envie et que côté expérience collaborateur, c'est pas vécu, en fait, vous allez vite vous faire taper sur les doigts, quoi. Donc, le label est une chose, mais rien ne remplace l'expérience collaborateur. Ça, c'est vraiment l'élément clé. Le bien-être au travail, c'est vraiment le fer de lance, c'est le socle de votre démarche. On connaît beaucoup d'entreprises et de groupes, donc ça, c'est Laurine, qui manœuvrent leur marque employeur avec brio. Avez-vous des exemples de marques employeurs efficaces au sein de PME, des entreprises à taille plus humaine, mais qui ont également besoin d'attirer des talents? Alors, sur des PME, qu'est-ce que je vais avoir comme exemple? Alors, j'ai des groupes, enfin, c'est des groupes qui sont quand même peut-être moins connus des ETI, notamment dans le secteur agroalimentaire, où on a une vraie problématique aujourd'hui d'attractivité. Je vais prendre par exemple le groupe Fleury-Michon, que vous connaissez peut-être de nom. Fleury-Michon qui met vraiment aussi l'accent sur cette dimension justement RH et sociale. On a le LDC qui couvre le coq gaulois sur la filière agroalimentaire. En fait, on a une vraie problématique aujourd'hui d'attractivité. Une expérience tout récemment vécue et à titre personnel, pas pour moi, mais pour mon fils. Et là, Dieu sait que c'est... Ouais, bah oui, parce qu'en fait, c'est souvent aussi nos expériences personnelles qui font que ça devient très vertueux. C'est une entreprise qui est dans l'agroalimentaire. Ils font des boîtes de conserve. Franchement, pas le truc sexy. Ils sont à Pornic. Eh bien, je suis tombée amoureuse de la DRH que je ne connais pas personnellement, qui s'appelle Sandrine, parce que dans ses mails qu'elle échange avec mon fils, elle ne met que son prénom. Et en fait, pour un jeune étudiant qui va chercher son premier job d'été, donc ils ont organisé un job dating avec la Comcom, donc partenariat avec les parties prenantes locales, territoire, pour des jobs d'été. Toutes les entreprises qui ont joué le jeu, pour le coup, job dating avec des jeunes entre 16 et 25 ans. Je donne le contexte. Et là où j'ai trouvé que l'expérience était top, donc l'entreprise s'appelle Colet, CO2LET à Pornic, vous pourrez aller voir. Mais là où ils font vraiment vivre l'expérience candidat, c'est qu'ils ont adapté leurs outils de communication au profil du candidat. C'est-à-dire qu'elle échange par mail et par texto. Donc, elle a renvoyé une convocation pour venir visiter l'entreprise, pour que les jeunes puissent se projeter et voir quelles étaient les conditions de travail. Parce qu'à 7 degrés l'été, il faut quand même supporter aussi le côté chaîne du froid. Mais elle a parfaitement su s'adapter. Et c'est ça que je trouve intéressant. Mais là, c'est vraiment une expérience retour en tant que maman, et c'est même pas en tant que consultante que là, je vais parler. C'est vraiment en tant que maman. Ce que j'ai trouvé top, c'est que, j'adapte mes outils de communication, mail et texto, à un jeune qui est plutôt connecté, qui va passer avec des messages courts, des interactions. Et dans le parcours de recrutement, job dating pour rencontrer les jeunes. Donc, on était sur du speed dating, 10 minutes, un quart d'heure par jeune. Reprise de contact par mail pour dire qu'on donne suite. Invitation par mail pour visiter l'entreprise. Rappel 2-3 jeux, une semaine avant de l'heure de rendez-vous et du lieu de rendez-vous par texto sur le téléphone du jeune, parce que ça permet d'être en lien direct. Remerciement par texto pour être venu. Et en expliquant qu'il y aura la sélection des candidats qui sera faite ensuite et avec un retour dans les jours qui suivent. Et là où ils ont été extrêmement pertinents pour les profils lycéens et étudiants, c'est que le job dating avait lieu pendant les vacances scolaires et la visite d'entreprise avait lieu aussi pendant les vacances scolaires. Ça veut dire que l'entreprise a vraiment réfléchi en amont dans ce parcours de recrutement sur des profils lycéens et étudiants aux dates et aux phases en fait de ce parcours de recrutement pour que ce soit le plus cohérent possible avec la disponibilité de ces jeunes. Et là où je fais vraiment ce retour d'expérience, où j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, c'est qu'il y a une prise en compte en fait des modes de communication des profils qu'on recherche, donc des profils candidats. On adapte sa communication, on adapte la temporalité et en fait on fonctionne en mode rétro-planning pour pouvoir l'appliquer. Donc après, vraiment pour revenir sur ces expériences, sur les expériences, enfin les marques ou les entreprises, moi je pense à LDC qui a un site carrière juste top.
Le groupe Eram aussi, peut-être que vous connaissez un peu, plutôt sur le secteur industriel aussi, justement, qui ne sont pas forcément les secteurs les plus faciles. On va avoir des entreprises aussi en informatique qui vont essayer. Alors, il y a les startups où aujourd'hui on retrouve beaucoup le côté tutoiement avec une approche qui est aussi plus engageante. Dans tout ce qui va être secteur énergétique, on essaye aussi d'avoir des analyses de parcours qui sont plus fines. Je pourrais vous renvoyer, si vous voulez, des références ou des parcours de candidats qui sont vraiment optimisés dans ce sens. La SNCF, hein, enfin, en gros acteurs, Dieu sait pourtant qu'ils souffrent d'une image avec les grévistes et cette culture gréviste. Ils luttent contre ça, hein. Je peux vous assurer que c'est une lutte au quotidien qu'ils ont. Par contre, sur leur marque employeur, ils ont une très, très belle démarche. Valorisation des métiers, témoignages, retour d'expérience, qui est en lien direct avec leur démarche RSE également, parce qu'ils ont vraiment tout aligné sur ce sujet. Donc, on a plusieurs acteurs qui sont dans cette dynamique. Bon, Ok. c'est plein d'exemples très Il est déjà différents, mais midi 2, donc du c'est coup, on ça. va devoir s'arrêter là, malgré que ce soit hyper intéressant. Si tu as, oui, en effet, comme on va envoyer le replay et le support de Oui. la présentation, si tu as des éléments supplémentaires à ajouter Ça peut être, par oui, rapport ça à peut être cette des liens, thématique, à cette question, complètement. avec grand plaisir pour alimenter Ça marche. du coup le mail d'envoi. Encore merci à toi. Merci à Merci à tous vous. d'avoir été Merci Laurine, merci Stéphanie, présents merci jusqu'à la Anthony pour vos fin retours. et d'avoir participé. Merci Eh bien, beaucoup. merci à vous. Je vous Très souhaite bonne une très journée très à bonne vous journée. et puis très bon pont ou bon courage pour ceux qui travaillent vendredi. Tout à fait. Merci à vous. À Merci à vous bientôt. tous. Au revoir. Merci. Au revoir.